Bonjour, c'est bien ici le plateau 4. Bien. C'est donc vous, les jeunes, pour la série, pour la télé, vous allez me suivre sur toute la saison. Ok, nickel. Bien. Du coup, juste Formule 1, ou vous faites aussi l'endurance et le rallye? Tout. Ah. Vous voulez que je commence par quoi? Que la Formule 1? D'accord. Mais pour le championnat du monde d'endurance, de rallye... Ok. Par quoi vous voulez que je commence? Le générique? Générique. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me are running Donc, pour ce résumé, comment voulez-vous que je le présente? Est-ce que je peux commencer de la Formule 1 de ses débuts à maintenant, de mon début à maintenant, de ces 10 dernières années, de juste l'année dernière? Ok. Donc pour commencer, la saison 85 a été une saison mitigée sur beaucoup de points. Déjà, j'ai raté plus ou moins la moitié de saison, avec la crise au Nicaragua entre les États-Unis d'Amérique et les sandinistes, communistes et syndicalistes. J'ai plus ou moins raté le milieu de saison. J'ai été remplacé par Didier Pironi, qui depuis son crash en 82 était notre pilote de test, aussi bien technique que sur des méthodes de soins et de réhabilitation, et qui justement avait fait pas mal de tests, mais qui face au réel de la Formule 1 a eu beaucoup de problèmes entre le véritable rythme des saisons de Formule 1 et les nouveaux moteurs surboostés et les nouvelles voitures, ce qui n'a réellement laissé à l'équipe que réellement Jacques Laffite pour aller chercher les points, voir les podiums et même une victoire à la maison où j'étais pas là. J'étais au bout de la peine du coup à ce moment-là, et pour la peine, pour me faire excuser, pour l'en remercier, je lui ai offert la voiture avec laquelle il a gagné la course en fin de saison. Mais pour ce qui est de la saison en réalité, Alain Prost a juste été impérial. Si la voiture terminait la course, il terminait sur le podium si ce n'est avec une victoire. Et pour dire, le deuxième, Michele Alboreto, n'a pu gagner que 3 victoires sur toute la saison, sur les circuits où Ferrari avait tout misé, et ne put malgré tout ni gagner à Imola, ni à Monza. Donc le temple de Monsieur Ferrari et le temple des tifosi. Et même dire, à Monza, le temple des tifosi, c'est Prost qui a gagné. Donc pour dire le fait qu'il a terminé deuxième au championnat du monde, c'est pas pour dire qu'il y a eu un réel combat pour ce titre, mais malgré tout, il a bien réussi à piloter, hein. C'était un des meilleurs pilotes, et malgré aussi le fait que le fight n'a pas duré jusqu'au bout, était le fait aussi que sa Ferrari a décidé de ne pas terminer les courses à partir de la moitié de saison. Mais, étant donné que Michele Alboreto était aussi avec René Arnoux, qui était pas loin en termes de rythme, hein, c'était plus la différence au niveau des points était plus sur une différence de chance que réellement une différence de rythme. Ferrari a pu aller chercher le titre. Malgré tout à 5 points, hein, c'était presque un titre offert par Prost à McLaren, mais grâce à ces 5 points que Prost n'avait pas, Ferrari a eu le titre constructeur, et du coup Prost le titre pilote. Parce que pour McLaren, malheureusement, le deuxième pilote, qui était Niki Lauda, ses nouveaux moteurs avec les moteurs surboostés étaient beaucoup trop compliqués à gérer pour lui, et il annonça sa retraite à la fin de saison. Mais pour le reste, il y avait plus que ce duel McLaren et Ferrari pour 1985, il y avait réellement aussi un fight qui va, je pense, être assez intéressant par rapport à cette saison avec 3 écuries. Du coup, la mienne, Harpy, c'est vous qui décidez, qui étions un petit peu au même niveau que Ferrari selon les courses, voire même sur certaines courses au même niveau que McLaren, d'où la victoire de Laffite à la maison, mais qui avons, du fait de notre philosophie de voiture stable et efficace dans tous les cas, mais qui était moins efficace que la McLaren, en fait on jouait entre la 2e et 5e place selon les Grands Prix, et c'est justement
là on n'a pas été assez bon, mais justement, bon, j'en reparlerai, avec Lotus, qui était à peu près dans le même cas de figure avec qui on se battait, hein, c'était réellement nous qui étions, nous deux qui étions un peu dans le derrière, le haut du midfield, avec du coup De Angelis et Senna, qui se battaient pour montrer qui était le réel pilote numéro 1 de chez Lotus, qui a su montrer cette saison 85 de belles promesses, parmi les plus belles promesses depuis la mort de Colin Chapman malheureusement, mais malgré tout pas assez pour aller chercher le titre. Une victoire à la maison pour Senna, mais c'est réellement Williams qui a su montrer sortir du lot avec une fin de saison, avec la maîtrise de leur nouveau moteur Honda, qui ont fait que juste ils se sont envolés. Et le fait qu'ils n'ont pas le titre constructeur et pilote, c'est le fait qu'ils ont eu des abandons et que réellement ils ont eu de la performance à partir de l'autre moitié de saison. Parce que, pour dire, ils étaient à 15 points de Ferrari au niveau du titre constructeur et ils nous sont passés devant au dernier Grand Prix. Pour dire, ça a été quelque chose qui, avait été depuis le début de saison, ils auraient eu les moyens de se battre avec Prost pour le titre pilote. Donc pour 86, ça promet de belles choses. Ensuite, au-delà du championnat au point, aux victoires, etc., il y a eu toutes les discussions. Il y a eu pas mal de discussions au-delà du sport sur le sport, et même au-delà de la Formule 1, hein, au niveau de l'endurance, au niveau du rallye. On est sur des grosses discussions qui sont assez élémentes entre constructeurs, pilotes, Jean-Marie Vallès, Bernie Ecclestone, et du coup moi avec le cul entre un peu plus échelle en tant que pilote, avec des liens avec des constructeurs. Selon à qui vous demandez, je suis entre médiateur, acteur, pet burn. J'aurais pas dit les autres termes qu'ils pourraient vous donner, mais du coup il y a par exemple eu des discussions par rapport au nombre de Grands Prix, parce qu'à la suite des accords Concorde de 1980 qui devaient tout régler, Bernie Ecclestone a eu la gestion de l'économie, et avec ça du nombre de Grands Prix, de comment sur lesquels seront là, comment est-ce qu'ils se déroulent, et il a fait beaucoup de démarchages avec beaucoup de pays, donc même des pays qui ne sont pas, on va dire, dans la partie historique du sport automobile, en allant chercher bien plus loin, on va dire, du coup, de cette sphère un peu occidentale, en allant chercher par exemple des pays émergents comme le Maroc, l'Algérie, ou même des pays du bloc de l'Est avec la Hongrie pour cette année, et l'année précédente qui ne seront pas renouvelés, mais la Yougoslavie, mais du coup, on avait oublié de donner une limite sur le nombre de Grands Prix. Et on s'est retrouvé l'année dernière avec 24 Grands Prix, ce qui a été serré. Hein, j'en ai parlé avec Pironi qui avait du mal à suivre le rythme. Ça n'a pas été le seul, Loda en a fait aussi les frais. Et on a réussi à la fin de cette saison à faire une grande discussion sur les règles relatives aux Grands Prix, à leur organisation et à la sécurité. Et a été décidée une limite de 24, donc au nombre du maximum de Grands Prix de l'année dernière, qui sera défini comme maximum en général, donc 24 aussi pour cette saison, mais aussi avec une augmentation stricte de la sécurité, afin de limiter, comme on a vu, une augmentation des circuits en ville qui étaient ultra dangereux avec, on rasait les murs, etc. Et du coup, pour ceux qui sont restés, comme Monaco, comme Adélaïde, qui du coup a été remplacé par Bathurst, qui est un peu limite, mais moins limite qu'Adélaïde, des règles de sécurité strictes et assez lourdes ont été demandées d'être appliquées, avec une autorisation de droit de retrait au sein des pilotes et des écuries en cas de non-respect de ces règles-là, avec, par Bernie Ecclestone, de récupérer toutes les sanctions économiques. Et malgré ce à quoi on pouvait s'attendre, il a relativement, en échange d'une révision justement légère au niveau des droits, parce que du coup, vu qu'on dit qu'il est responsable de la sécurité des Grands Prix, il a demandé d'avoir plus de sous, mais du coup il a accepté après tout. Parce que du coup, ça veut dire que ces Grands Prix, faut respecter pour pouvoir rentrer dedans, parce qu'on a aussi de plus en plus de spectateurs, on a de plus en plus de Grands Prix, donc de plus en plus de sous. Et du coup, maintenant qu'il y a 24 places qui sont données et qui sont déjà prises, si quelqu'un veut rentrer, va falloir allonger un billet. Donc, voilà ce que ça va donner. On a pour cette saison 1986 en Formule 1, 24 Grands Prix, qui commenceront avec les deux Grands Prix, on peut dire, du Pacifique, avec le Japon à Suzuka et du coup, comme j'ai dit, en Australie à Bathurst qui remplace Adélaïde, qui certes a une section proche des murs avec ce secteur 2 en montée proche des murs, mais qui a été promis, un peu comme Monaco, beaucoup de personnes prêtes pour réagir avec des extincteurs, des personnes formées, donc une sécurité qui a été garantie. Ce qui sera suivi par les 3 Grands Prix américains, avec Mexique avec le circuit des frères Rodriguez, les États-Unis avec Watkins Glen, et le Canada avec le circuit de Montréal, qui là aussi est proche des murs, mais qui est aussi avec des promesses de sécurité. Et on n'a pas eu de grand problème à part le mur du dernier virage, mais qui est plus un problème de pilotage que de sécurité, ce qui a été vu, qui a été réglé. Ensuite, on arrive sur le vieux continent avec le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, souci sécurité. Ensuite, le Grand Prix de France, le Grand Prix de Bourgogne-Suisse, donc
Du coup, on va avoir le Paul Ricard et Nevers-Manicourt qui a été revu justement au niveau de la sécurité pour remettre un meilleur spectacle. Suivi ensuite du Grand Prix de Monaco, règles de sécurité appliquées, et une réduction du nombre de pilotes. On passe de 30 à 24 voitures, avec, j'en parlerai je pense au niveau d'autres spécificités qui ont été mis le jour J. Suivi après les 24 heures du Mans et l'Indy 500 du Grand Prix d'Espagne et du Portugal, à Jarama et à Jerez. Suivi ensuite d'une petite pause estivale, qui reprendra ensuite avec le Grand Prix d'Italie et de Saint-Marin, donc à Imola et à Monza, l'inverse, à Monza puis à Imola. Suivi ensuite, étant donné l'annulation du Grand Prix de Yougoslavie à la suite des problèmes de l'année dernière, du Grand Prix de Trieste qui reprend sa place avec le circuit Mugello, suivi directement derrière de la Hongrie avec leur Hungaroring qu'on va pouvoir tester. Donc normalement au niveau de la sécurité, au niveau du tracé, ça a été validé comme safe. Voilà. Ensuite on a les Grands Prix d'Europe centrale avec l'Österreichring au Danube, Brno au Tchéquie et Nürburgring pour la Hanse. Suivi après d'un petit break, parce que ça fait quand même 3 Grands Prix d'affilée, on a un break de 2 semaines, on a le Grand Prix de Belgique en Spa, suivi après des 2 Grands Prix du Maghreb avec du coup le Grand Prix de Fès et le Grand Prix d'Oran pour le Maroc et l'Algérie, suivi du Grand Prix d'Europe qui change d'année en année d'où il est. Donc, cette année ce sera à l'Hockenheimring qui permet de faire un peu la France, la Hanse, le Danube, qu'il est un peu entre les trois. Et ensuite on a les 2 derniers Grands Prix. On retourne en Amérique, mais là c'est avec le Daytona pour les Bahamas et le Interlagos pour le Brésil. Donc on fait une saison qui est assez chargée, et avec pas mal de nouveaux des Grands Prix assez variés, pas mal de différences. Donc ça va être intéressant, je parlerai plus en détail du calendrier, parce que du coup il y a aussi l'endurance et le rallye. Je pense que j'en parlerai plus en détail dans la prochaine, celui qui suit. Parce que ce sera plus intéressant, parce que du coup je pourrais parler justement de cette organisation qui a été dédiée, parce que du coup pas mal de pilotes font des doubles programmes, Formule 1, Endurance, Formule 1, Rallye, Endurance Rallye, aussi dans ces cas-là. Et du coup il y a une évolution avec l'augmentation du nombre de Grands Prix, permettre à ces pilotes de pouvoir continuer ces doubles programmes. Et ça a été un des points qui a été donné et qui a été validé. Pour la suite, on a eu suivi des évolutions au niveau des réglementations. Mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de discussions et pas d'accords qui ont été trouvés, ça reste assez limité, mais les discussions vont sûrement continuer au cours de la saison, avec le seul réel point majeur qui a été donné, l'amélioration au niveau de la sécurité des pilotes en cas de retournement et de prise en feu de la voiture, avec une augmentation de la sécurité en vue de ce qu'on peut appeler le triangle de sécurité, donc entre la largeur des pontons et l'arceau au-dessus de la tête des pilotes, qui doit avoir une certaine taille pour permettre aux pilotes de se dégager ou être dégagés au cas où la voiture se retourne et possiblement prend feu. Et ensuite, comme j'ai dit, il y a pas mal de discussions, parce que le principal point de discussion est le moteur turbo. Beaucoup sont pour leur interdiction, d'autres pour leur limitation, et d'autres pour dire que c'est pas le turbo le problème, mais ce qu'il y a autour. Mais c'est des points qui se retrouvent pas mal entre indépendants constructeurs, parce que les turbos, ça permet d'avoir une grande quantité de puissance, à un coût relativement bas d'un point de vue, qu'est-ce qu'il faut préparer pour avoir cette puissance, mais c'est pas un coût économique. Parce qu'un coût économique, c'est un moteur qui coûte très cher. Généralement, un moteur turbo, t'en as un pour la qualif, t'en as un pour la course, t'en as un pour les essais, ça coûte cher pour les écuries indépendantes. Et justement, c'est un point qui va avec, c'est qu'avec des moteurs Atmo, c'était plus résistant avec ça. Donc il y a pas mal de discussions entre indépendants et constructeurs. Personnellement, je serais pour une limitation des turbos pour redescendre comme on était un peu au début avec des turbos d'1 ou 2 bars max, genre setup qualif. Mais du coup, comme personne n'était d'accord, on est à ce point-là pour le moment. Et donc, pour le reste, c'est plus du règlement au niveau de l'organisationnel, par exemple avec l'évolution du système de points. Car depuis 1980, j'avais proposé un système de points à évoluer en vue de l'augmentation du nombre d'écuries, de voitures, de pilotes, et du coup, aussi de la fiabilité, avec maintenant un système de points qui ne va plus sur celui des 6 premières places, mais des 12 premières places. Avec 20 points pour la première place, 15 points pour la deuxième, 12 pour la troisième, 10 pour la quatrième, 8 pour la cinquième, 7 pour la sixième, etc. Donc 6, 7, 4, 3, 2, 1 pour la septième à la 12e place. Que ceux-ci fassent plus de 75% de la course. Si ils font plus de 50% de la course, mais moins de 75, ils auront la moitié des points. S'ils font moins de 50% de la course, ils n'ont pas de points. Pour eux qui terminent justement dans le top 12. Mais voilà, ça permet justement de récompenser possiblement déjà de récompenser les petites écuries qui viendraient terminer les courses. Qui, même si aujourd'hui quasi tout le monde a un moteur turbo,
ce qu'on a, c'est que tout le monde n'a pas des moteurs qui terminent les courses ou des voitures qui terminent les courses selon. Et justement, avec aussi une évolution au niveau des qualifications qui fait que c'est un moteur pour les qualifications. Et c'est une qualification qui va de 3 à 4 phases selon le nombre de voitures qui sont autorisées sur les Grands Prix, puisque sur cette saison 86, on va avoir 36 voitures. Je parlerai des écuries à la suite. Mais du coup, sur ces 36 voitures, tous les circuits ne peuvent pas avoir 36 voitures qui roulent en même temps. On a réussi à trouver une sorte de règle pour ceux qui ne peuvent pas avoir 36, d'au moins en avoir 30, sauf pour Monaco qui en aura 24, mais comme j'ai dit, on parlera le jour J. Et donc, lorsqu'il ne peut pas y avoir 36, mais 30 voitures, il y aura des pré-qualifications qui prendront les 20 voitures les plus lentes de la qualification précédente et les feront rouler en même temps, et les 6 plus lentes, du coup, seront bloquées hors de l'ordre de la pré-qualification et ne pourront pas faire les qualifications qui suivent, qui sont à peu près les mêmes qu'il y ait 30 ou 36 voitures, dans le sens où c'est une qualification en 3 phases, avec le tiers le plus bas qui va avoir ses places. Du coup, si c'est 36, de la 36 à la 25e place, si c'est 30, de la 30e à la 21e place. Puis ensuite, on a la deuxième phase de qualification, où c'est la moitié restante la plus basse qui aura ses places, et du coup, la moitié la plus rapide qui aura la dernière phase de qualification, et qui aura donc la pole. Ça fait une qualification qui est plus lente, enfin plus longue, plus lente parce que aussi ça va au niveau de la sécurité, ça pousse les motoristes et les écuries à pas bourriner leur moteur comme des tarés pour justement avoir la puissance sur un tour, parce que du coup il faudra faire au moins 3 tours de qualification pour avoir la pole, et donc ça augmente justement le nombre de tours que devront faire les moteurs, parce qu'on a un moteur pour la qualif, donc ça permet de limiter les surboostages au niveau de moteur, et donc les risques liés à des différences de performance trop fortes, ou justement liés à des voitures qui sont poussées beaucoup trop fort. Donc voilà. Ensuite, du coup, ça va plus être des changements au niveau réglementaire ou autre, ça va être des changements un petit peu au-delà, ça va être au niveau des motoristes par exemple, où on a un nouveau motoriste avec Ford, qui du coup est de retour avec un Ford Tech qui est géré réellement par Cosworth, c'est un rebadgeage, c'est Cosworth qui gère un moteur Ford, avec le Ford Tech en V6 turbo, qui remplace pour la majorité les moteurs Hart, donc un motoriste indépendant qui, suite, comme j'ai dit, à l'augmentation de la valeur du coût de développement, de fabrication et d'exploitation des moteurs turbo, a dû partir, et donc pour la plupart sont passés par Ford. Et enfin, du coup, en dernier, on a eu en fin de saison, on a eu Renault, qui ont annoncé, avec l'augmentation de la discussion par rapport au problème des moteurs turbo, à une annulation, à une interdiction qui est de plus en plus grande au sein des pilotes, des constructeurs et même des organisations, annoncé ne pas retrouver ses intérêts dans la Formule 1, se retirant en tant qu'écurie et ne motorisera pour 1986 et peut-être, pas obligatoirement 1987, que les écuries permettant à Renault de rayonner. Bon, à la suite de cette annonce, je vais pas dire qu'il y a eu une prise d'otage ou un enlèvement de la part de mes conseillers, administrateurs, etc. Mais disons que lorsque j'étais dans la salle après la course, parce qu'ils l'ont annoncé à la fin de la dernière course, disons que j'ai été fortement incité à suivre un certain script fait avec l'accord de chacun pour ne pas dire des choses qui pourraient amener à des procès, ou à moi venant à appeler les géniteurs du PDG de Renault comme quelqu'un travaillant possiblement sur un trottoir. Mais disons que dans les grandes lignes, j'ai dit, si Renault considère Tyrrell comme ne permettant pas à Renault de rayonner et ne méritant pas leur soutien, au nom de notre contrat que nous avons, j'invite les ingénieurs de Viry-Châtillon à rejoindre Harpy et à reprendre le moteur de 1985 et à le développer pour permettre à Renault de continuer d'exister et de rayonner en Formule 1. Car j'avais un contrat avec Renault depuis 1980 que nous avons signé ensemble, où, je cite, mon écurie, donc, Harpy, a le droit d'utiliser, de modifier et de développer le moteur Renault indépendamment de Renault, tant que tout ce qui sera fait et sera transmis et expliqué à Renault pour permettre le développement de la performance, de la fiabilité et de l'exploitation du moteur Renault en Formule 1. Ainsi, pour la saison 1986, il y aura 2 moteurs Renault. L'officiel, pour Lotus et Ligier, les 2 écuries motorisées par Renault qui étaient les plus hautes l'année dernière, dont le développement a principalement été fait sur la puissance du moteur et la capacité de compression du turbo, et donc vraiment d'être un moteur qui va chercher à être le plus fort possible. Et le mien, qui du coup sera renommé Aérospatial, grâce à Renault qui demanda une autre dénomination du moteur pour éviter que mes moteurs ne souillent leur image implicitement et officiellement, qu'on n'y ait pas de confusion, et au fait que mon sponsor principal a accepté d'allonger un beau billet pour avoir le moteur renommé comme leur entreprise. Et qui du coup motorisera Harpy
Tyrrell, donc, mais aussi la nouvelle écurie AGS que j'accompagne dans leur arrivée en Formule 1 à titre personnel, et dont le développement de ce moteur est principalement aussi bien sur la fiabilité que sur avoir une puissance stable et constante. Dans le sens où justement c'est un moteur dont l'objectif est de pouvoir être utilisé sur plusieurs courses pour réduire les coûts. Donc dans le sens plus généralement si on peut l'utiliser sur une course, on peut l'utiliser dans les tests avant la qualification du circuit d'après. Et aussi pour justement pas avoir le kick qu'on a avec le turbo, éviter aussi la perte éviter le turbo lag, la perte de puissance lors de la décélération. On a beaucoup travaillé sur ce turbo dans cette façon-là pour aussi éviter justement si j'avais la discussion sur la limitation de la puissance du turbo, qu'on ait toujours une technologie qui soit utilisable et qu'on utilise justement sur nos voitures que l'on a en endurance. Et j'en parlerai la prochaine fois. Mais du coup voilà, on a les grands changements au niveau des motoristes, on a les grands changements au niveau des motoristes. Mais du coup, on a les grands changements au niveau des motoristes, on a les grands changements au niveau de la réglementation, des organisations, etc. Il ne reste donc plus que les écuries. En gros, je vais aussi faire un point, peut-être pour les néophytes. Au niveau des réglementations, il y a aussi un point qui a été donné, parce que pour éviter qu'il y a eu pas mal de petites écuries qui sont venues pire partie, avec une voiture, ou justement à l'inverse, Renault qui est venu avec 3 voitures dans les Suzes d'un tournage pour justement essayer une nouvelle technologie. Il a été considéré que si tout le monde venait, les grosses écuries venaient à faire ça, ça serait trop cher pour les autres de pouvoir suivre, et donc serait un avantage qui ne serait pas fair, et donc a été fait que pour maintenant, pour chaque écurie, toute écurie doit avoir 2 voitures pour 2 pilotes pour l'intégralité de la saison. Les pilotes peuvent venir à changer, il y a un problème, c'est une blessure, s'il y a un changement de contrat, mais justement il doit toujours y avoir pour chaque Grand Prix 2 voitures avec 2 pilotes différents, mais qui du coup devront faire du test avant la qualification, la course, avec une possibilité de changement s'il venait avoir un problème avant la qualification. Si c'est après la qualification, la voiture sera disqualifiée. Pour la suite, du coup, ces voitures ont chacun un motoriste, les 2 voitures doivent avoir un moteur, et du coup, on va avoir 18 écuries, donc 36 voitures, 36 pilotes. Avec la première, je vais suivre l'ordre numéraire, qui n'est pas l'ordre d'arrivée de l'année dernière au niveau du championnat du monde, mais qui suit plus ou moins cette logique-là, mais j'expliquerai. Avec du coup la première, les champions du monde niveau pilote, avec du coup Alain Prost, McLaren, Marlboro, Porsche, qui du coup en numéro 1 Alain Prost, et en numéro 2 Keke Rosberg, champion 1982, et du coup avec Alain Prost 1983, 84, 85, ils ont les 4 derniers titres, et du coup avec Marlboro qui leur aligne beaucoup d'argent, et Tag Porsche qui leur fournit un moteur qui est assez bon, qui est peut-être pas le plus puissant, mais qui est un des meilleurs dans le sens général. Cette année, ils viennent pour justement aller chercher les 2 titres, constructeur-pilote, mais à voir ce que ça va donner, parce que du coup, Rosberg passe d'un l'environnement Williams à l'environnement McLaren, d'un environnement opposé à l'autre, à voir s'il va être capable de s'adapter à l'environnement et à la voiture. À voir, mais c'est vraiment une des forces à faire attention et à suivre. Pour la suite, on a Tyrrell Data General Aérospatiale, du coup mon moteur comme j'ai dit, donc numéro 3 et 4, avec Brundle et Ghinzani, jeunes pilotes assez prometteurs, c'est pas les meilleurs du plateau, que ce soit au niveau de l'écurie ou de la voiture, ou des pilotes, mais c'est l'objectif, c'est de pas forcément être les meilleurs, mais c'est de ne pas être les pires. Le Tyrrell est en vraie dégringolade depuis la fin des années 70, depuis le début des années 80, c'est plus le Tyrrell de Jackie Stewart qui a les titres, là c'est plus, déjà s'il y a les points, s'il termine les courses, c'est une bonne chose. Et l'objectif pour eux est d'avoir une stabilité avec Ghinzani qui ramène Telemata, avec du coup mon moteur aérospatial qui leur fournit un moteur assez fiable. Leur objectif ça va être d'aller chercher les points, c'est de ne pas déjà être disqualifié en pré-qualification, mais justement d'aller chercher des points, d'essayer d'être régulier. Et voilà, du coup c'est le numéro 3, numéro 4. Et du coup pour la suite, numéro 5, numéro 6, on va avoir Williams, Cannon, Honda. Donc justement avec Nigel Mansell et Piquet qui du coup sont comme j'ai dit parmi ceux qu'on attend en tête, surtout d'après les tests. D'après ce que ça remonte, c'est avec McLaren ceux qui sont devant et qui vont venir aller chercher la bataille pour le titre. Et justement avec Mansell qui est là depuis un petit moment au sein de l'écurie, il y a le numéro 5, c'est la base de l'écurie, mais on a aussi Piquet, un double vice-champion du monde qui veut aller enfin chercher son titre. Il a quitté Brabham pour ça, il veut être là, et Mansell non plus, je ne pense pas qu'il va vouloir accepter le fait que quelqu'un vienne dans son écurie pour aller prendre le titre, qu'il a enfin la chance de pouvoir aller chercher. À voir ce que ça va donner. Et justement, 7ème, 8ème, on va voir Brabham, qui du coup, après le départ de Piquet, ont récupéré De Angelis de Lotus, et accompagné du coup de Warwick dans la voiture numéro 8, un jeune pilote qui est assez prometteur, à voir ce que ça va donner. Avec du coup la BT55 de Gordon Murray avec le moteur BMW, c'est une fusée. La voiture est une fusée, l'objectif est d'aller le plus vite en ligne droite, mais du coup c'est laissé au virage, au pilotage, donc c'est pas une voiture pour aller chercher le titre, mais sur des grands prix où le pilotage de la voiture promet de belles choses.
peut avoir des surprises, donc c'est des choses à surveiller, c'est des choses à voir. Qui est suivi du coup numéro 9, numéro 10, bah du coup Darpy Aérospatiale, mon écurie. Du coup on était bien 5ème, hein, mais du coup c'est aussi historiquement qu'on a le numéro 9 et 10. Avec du coup j'ai laissé le numéro 9 pour la FIT, étant donné que c'est lui qui a fait la victoire l'année dernière et qui a tenu l'écurie, bah il a le numéro 9. Et du coup, mon numéro 10. Du coup, on a avec notre voiture qui a été une grosse amélioration, une grosse révision de notre voiture d'année dernière avec le nouveau moteur aérospatial qui fait vraiment pour aller beaucoup plus vite et aussi justement profiter de ce moteur stable qui était une puissance constante pour aussi avoir une voiture qui a été revue pour avoir une plus grande amplitude de réglage et donc être meilleure dans tous les points. Donc on va justement chercher ça, avoir une voiture qui va pas forcément toujours être la meilleure, mais l'objectif d'être au moins 3ème, au pire des cas. Donc à voir si on va réussir, à voir ce que ça va donner. Et c'est un peu le même principe pour Lotus qui est du coup 11 et 12, avec du coup Ayrton Senna qui a réussi un peu sa bataille avec De Angelis qui est maintenant en tête de l'écurie. Toujours géré avec Gérard Ducarouge et le moteur Renault, donc c'est l'objectif, c'est d'enfin réussir à chercher la performance qu'il cherchait, qu'il pouvait avoir. Du coup, en deuxième pilote, par contre, du coup, ils n'ont pas réussi à avoir Gugelmin, comme avait demandé Ayrton Senna ou Warwick, comme voulait l'écurie, mais Philippe Alliot qui a été demandé à mettre en place par Renault directement, parce que moteur Renault, ils ont demandé de mettre en place un pilote Renault. Jeune pilote qui n'a pas eu beaucoup de roulage et sur une voiture qui a l'air malgré tout assez très fine sur le pilotage, ça risque d'être compliqué pour commencer en Formule 1 dessus. À voir ce que ça va donner. Ensuite, on va voir pour le numéro 13 et 14, Arrows Barclay BMW, qui a racheté pendant l'intersaison plus de la moitié de l'écurie, donc à 50% directement, et a placé des ingénieurs, des personnes importantes au sein de la tête de l'écurie, et qui du coup a montré d'assez bonnes choses l'année dernière, et avec du coup maintenant l'argent de BMW, on va voir ce que ça va donner, parce qu'ils vont être capables d'aller chercher beaucoup plus que, on va dire, le milieu un peu mou, le ventre mou du paquet, aller chercher plus avec Boutsen et Palmer en pilote. Boutsen a pu montrer de très belles choses et Palmer en pilote qui est en développement, à voir ce que ça va donner. Qui est suivi par le numéro 15 et 16 avec Lola Haas Ford qui comme du coup a remplacé Hart au niveau du moteur, et il y a même écurie américaine, ils ont fait un petit partenariat mis un petit peu pour pouvoir faire leur logo sur la voiture, être un peu plus présent. Justement avec deux pilotes qui sont des vétérans, des valeurs sûres, avec Alan Jones, champion du monde 1980, et Patrick Tambay, malheureusement pas champion, mais qui a vraiment un bon pilotage, qui peut se battre avec Alan Jones en termes de performance. Aussi là un peu dans le ventre mou avec des bons pilotes, mais là avec un châssis qui est plus lourd et avec un nouveau moteur, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire une aussi grande montée que Arrows peut attendre. Ce qui suit un petit peu ce qui suit avec ATS BMW Dutch Post, qui avait été sauvé en 85 par BMW déjà là, ATS, mais qui étant beaucoup plus petit, l'achat par BMW n'a pas permis de faire des miracles l'année dernière, mais avec un châssis qui est fiable, même si très lourd et beaucoup de drag, permet justement d'avoir une base de développement très saine en quelque sorte, qui permet d'accepter beaucoup de modifications de la part du moteur BMW pour des tests de l'écurie, avec deux jeunes pilotes qui malgré tout sont assez confirmés, avec Berger et Belloff qui sont allés chercher d'autres écuries, et Belloff de l'endurance. Depuis l'année dernière, ils nous ont montré de belles choses, à voir ce qu'ils vont donner cette année. Et suivi un peu de la même façon, Osella Alfa Romeo, Osella qui avait été un peu sauvé de la casse par Alfa Romeo l'année dernière, avec le départ d'Alfa Romeo un peu dans les mêmes conditions que Renault, malgré tout, avec cette situation un peu bâtarde où Alfa Romeo officiellement n'est pas parti et a fusionné avec Osella, réellement Alfa Romeo ne fait plus que le moteur, et ce qu'a fait Osella, c'est qu'ils ont récupéré l'argent d'Alfa Romeo, les ingénieurs principaux, donc avec Gianpaolo Dallara à l'évolution du châssis de l'année dernière, c'est surtout Patrese et Moreno au niveau du pilotage qui vont permettre de voir des grands changements, avec un moteur qui sera en développement en cours de saison. C'est des choses, un peu une wildcard qu'on peut attendre un peu comme Arrows, comme Lola. On va voir ce que ça va donner dans ce cadre-là. Ce qui par contre pour la numéro 21 et 22 de Ram March Rothman, donc Ram qui a réussi un peu dans le même cas à fusionner avec March pour survivre et à négocier une extension de 2 ans de leur contrat de sponsoring avec Rothman, avec Fackwell, donc le champion de Formule 3000 d'il y a 2 ans, et Baldi en jeune pilote. C'est de la survie. C'est clairement pas là pour jouer les points, c'est déjà objectif, réussir à rouler la préqualification, possiblement sortir. C'est vrai que le nouveau moteur Ford, ils sont plus en survie qu'en performance, mais on sait pas, peut-être un point pourrait venir être cherché sur un Grand Prix un peu fou, peut-être voir des choses qui peuvent arriver, de la belle bataille. Déjà être sur la piste, c'est pour eux déjà un gros objectif. Et un peu suivi, peut-être pas aussi fortement,
mais suivi de Minardi en 23-24 avec Nannini et Pirot, donc deux bons pilotes, relativement bons pilotes, même si Pirot reste assez jeune, avec une voiture qui est motorisée par Motore Moderni, un petit motoriste italien, donc clairement pas Alfa Romeo, clairement pas Honda, clairement pas BMW, avec un châssis lourd, parce que Minardi ça reste aussi une petite écurie. L'objectif est de rouler, l'objectif est d'être présent, c'est l'honneur d'être en Formule 1 qui compte, et peut-être sur un miracle aussi un peu comme Ram, mais avec un peu plus de chance normalement, avec une meilleure performance, aller chercher un point, peut-être deux, peut-être trois, à voir ce que ça va donner. Suivi du coup ensuite en 25-26, clairement pas le même ton, Ligier, Gitane, Renault. Donc là clairement on est sur un point au-dessus avec, ils ont réussi à récupérer chez Ferrari René Arnoux avec en deuxième pilote, un pilote Renault avec Jean Ragnotti qui rejoint le programme Ligier en tant que pilote Renault. Deux bons pilotes avec Arnoux qui troisième au championnat des pilotes l'année dernière, qui a quasiment été vice-champion du monde, toujours un peu dans le top 5 ces dernières années avec un très bon pilotage, qui se retrouve leader de chez Ligier, avec un gros moteur Renault qui a été promis, avec un châssis qui a été complètement revu par Michel Tétu pour être vu au niveau de ce moteur. Ça promet aussi de très belles choses. Est-ce que ça peut aller chercher jusqu'au titre? À voir, je pense pas, mais on n'est jamais trop sûr. Mais ça reste une bonne chose que Ligier et Arnoux réussissent à garder ce moteur malgré tout, qui permettent de mettre de belles choses. Ensuite, on a en 27-28, on a la Scuderia Ferrari avec du coup en 27 toujours Michele Alboreto, qui est vice-champion du monde de l'année dernière, qui espère pouvoir aller chercher le titre de cette année avec le nouveau pilote du coup qui remplace Arnoux avec Capelli, jeune pilote italien, donc un beau duo italien pour l'écurie italienne. L'objectif c'est chercher les deux titres, encore une fois ils ont le titre constructeur, ils veulent le titre pilote. Ensuite à voir est-ce qu'ils peuvent venir le chercher quand on a Williams et McLaren qui ont un aussi belle voiture, et j'ai pas envie de me jeter des fleurs mais au niveau des essais on était quand même là aussi dans le fight. On va voir ce que ça va donner, et changement de ton encore une fois avec Zach Speed West en 29-30. Ils sont peut-être pas aussi bas que Spirit et Minardi, mais c'est pas garanti qu'ils soient présents à tous les Grands Prix. Avec Danner et Winkelhock, c'est pas forcément des mauvais pilotes, mais jeunes pilotes sur châssis compliqué, sur moteur maison. On n'est pas sur une voiture Williams, quoi. Donc à voir ce que ça va donner malgré tout. Comme j'ai dit, mauvais pilote, voiture qui manque de performance, mais sur des circuits à pilotage, la voiture peut peut-être permettre de faire pas mal de choses. Ensuite, en 31-32, on va avoir Spirit Honda, donc Spirit qui a été racheté en 84 par Honda et qui a été un peu sauvé justement par l'écurie, un peu comme j'ai dit pour ATS, une sorte d'écurie maison pour développer le moteur, surtout à la suite de Williams Honda, qui est du coup le début de ce partenariat qui a permis de montrer que la puissance du moteur Honda était là, mais que c'était plus sur son exploitation qu'il y avait des soucis. L'écurie est un peu le cul entre deux chaises, entre une écurie de développement, une écurie de jeunes pilotes et une possible retour de Honda en 100% au sein de la Formule 1. L'année avec justement Stefan Johansson, donc un très bon pilote qui est là en vraiment pilote de référence face à Nakajima qui est plus là parce que c'est un pilote Honda. On va voir ce que ça va donner. C'est un châssis de l'année dernière qui était pas exceptionnel, déjà chercher les points c'était déjà une bonne chose. À voir ce que ça va donner, parce qu'ils ont malgré tout de très bons moteurs Honda, donc peut-être sur des circuits de moteur ça peut promettre de belles choses. Ensuite, on va voir en 34-33, on va voir du coup Benetton Martini qui a les numéros en tant que nouvelle écurie. Donc 33-34, parce que c'est un rachat de Toleman. Ils ont décidé, au lieu de dire oui, on a eu un remplacement de Toleman, c'est une nouvelle écurie. Ils ont racheté Toleman, mais d'un certain côté, ils ont préféré se présenter comme une nouvelle écurie. Et d'un autre côté, ils ont raison, c'est une nouvelle voiture, c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle vision de l'écurie, avec clairement le soutien économique de Benetton et politique, avec d'autant plus un sponsoring avec Martini Racing qui est exceptionnel au niveau du flux économique qu'ils ont réussi à débloquer pour une nouvelle écurie. Ils ont clairement des fonds qui permettent de promettre de belles choses, avec le moteur BMW qui a été intégré au sein de cette nouvelle voiture développée par Rory Byrne, et avec du coup Martini et De Cesaris, deux grands pilotes qui certes sont pas les plus propres, c'est pas les meilleurs d'un point de vue général, mais qui justement sur des week-ends fous, il y a un peu ce que cherche à faire Benetton avec des coups d'éclat pour cette première saison avec une voiture explosive, un peu comme Brabham. On peut s'attendre à de grandes choses, comme possiblement des non-qualifications sur des circuits où ça pourrait ne pas arriver. Mais à voir ce que ça va donner. Et enfin en 36e place, et numéro, c'est la deuxième nouvelle écurie, celle qui est réellement la nouvelle écurie de cette saison, avec AGS, comme j'ai parlé plus tôt, l'écurie des F3000 qui a réussi à remonter en Formule 1 après avec d'assez bonnes saisons et développements en F3000. Ils ont repris leur très bon châssis de F3000 et l'ont ramené en Formule 1 avec le moteur aérospatial. C'est pas une Formule 1, c'est un peu une Formule 1.5, mais il reste qu'ils sont là, ils sont présents avec leur petite structure, c'est déjà une chose exceptionnelle, et ils ont réussi à ramener avec eux Philippe Streff et Pierre-Henri Raffanel.
Donc 2 jeunes pilotes qui ont montré une belle base avec Streff qui l'année dernière avait fait une piche chez Ligier quand De Cesaris avait été sauté après le 3ème crash en 6 Grands Prix. Il avait réussi à monter un podium avec Ligier et à voir ce qu'ils vont être capables de faire à GS, aussi bien au niveau des pilotes qu'au niveau de la voiture. C'est clairement pas la voiture qui va venir aller chercher les points tous les week-ends, mais déjà elle va être un peu partie de ce paquet de 4 écuries qui vont se battre au sein de la préqualification pour voir qui va participer à la course. Et avec Zack Speed, Ram et Minardi, ça fait un petit peu les petites batailles qu'il faut suivre un petit peu dans le fond et qui peuvent être intéressantes à suivre. Donc voilà, ça fait vraiment, on va avoir une saison qui est assez complète, assez large, avec beaucoup d'entrées, beaucoup d'écuries, mais malgré tout, ça promet de belles choses avec les tests, aussi bien la bataille pour les victoires, la bataille pour les podiums, la bataille pour les points, et du coup la bataille pour le championnat, pour les championnats. À voir ce que ça va donner, hein. On est sur une grande saison, on est au point du truc, hein. On est une semaine avant le rallye de Monte Carlo, on est 1 mois et demi avant le Grand Prix du Japon. À voir ce que ça va donner, et du coup demain j'en parlerai un petit peu plus par rapport au rallye et à l'endurance, hein, qui promettent aussi pas mal de choses, avec pas mal de changements plus sur l'endurance que sur le rallye, mais qui malgré tout, j'expliquerai tout ça dans la prochaine fois. Du coup, j'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que vous viendrez voir la prochaine, hein. N'hésitez pas à suivre au niveau de toutes ces informations, de tout ça, n'hésitez pas à nous suivre. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez là pour le prochain demain, et que justement avec sur la Formule 1 vous avez toutes les infos qu'il vous faut. De toute façon, il y a 24 Grands Prix, je pense que je ferai des points par rapport aux écuries, par rapport aux Grands Prix, par rapport à d'autres choses même en amont et en aval de ces vidéos, avec pas mal de choses à parler, pas mal de choses à voir, et j'espère une saison qui sera très intéressante à suivre, et j'espère qu'elle vous intéressera tout moi. Donc j'espère vous revoir bientôt. Salut!